soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Avignon, il est auteur de romans policiers et scénariste pour la télévision et le cinéma. Il a une enfance sans histoire, il ne porte pas l'école dans son cœur, même si il est loin d'être le plus mauvais élève de la classe. Il préfère les dictées et les rédactions aux mathématiques et aux sciences physiques et naturelles. Attiré très vite par la lecture, il dévore Agatha Christie, Conan Doyle, Isaac Asimov ou encore Stephen King. Fasciné par le côté effrayant des intrigues, il s'agit de Laurent Scalez. Il vous présente son dernier roman, Pour le bien de tous, aux éditions Belfond, qui d'ailleurs on en profite pour saluer, remercier Clémentine, qui se reconnaîtra et qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. On vous salue bien fort Clémentine. Laurent Scalez, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir. Écoutez, ravi également, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, très très bien. Avec le soleil qui revient, c'est super. Oh que oui, que ça va faire du bien. Votre livre en plus est au beau fixe, au soleil également, parce qu'il est sorti Oui, il y a quelques semaines déjà. On en parlait en off, voilà, c'est la pleine promo. On va en parler en long et en large avant de revenir sur ce très bel ouvrage. Revenons un petit peu sur vous, votre carrière, votre parcours et notamment votre expérience. Oui, votre expérience comme scénariste pour la télévision et le cinéma. Oui, racontez-nous oui. cette expérience, ça doit être tellement enrichissant et ça doit grandement vous aider à écrire vos romans également, je le suppose. En fait, ce que la télé m'a surtout appris, c'est quand on fait des brainstorming, c'est-à-dire qu'on se réunit, scénaristes et producteurs, autour d'une table et qu'on commence à créer une série ou un téléfilm, c'est les échanges. On bâtit peu à peu les choses, on caractérise les personnages, on les dessine au mieux. Et ça m'a appris, moi, dans mon écriture personnelle, à approfondir, à creuser davantage la psychologie des personnages. Après, le travail sur l'image est intéressant parce que, par exemple, l'image, on dit que le proverbe chinois dit une image vaut 1000 mots, et c'est vrai. Vous pouvez vous contenter d'un regard à l'écran. Dans un livre, il faudra un peu expliquer les choses. Qu'est-ce que ce regard exprime? Et comment il est ressenti par le personnage qui est visé par ce regard, alors qu'à l'écran, on le voit tout de suite. Donc ça permet d'aller à l'essentiel, et paradoxalement vraiment d'approfondir la psychologie, parce qu'à l'écran, tout est visible, mais dans le livre, il faut décrire. Et j'ai commencé à travailler davantage les personnages à partir de mon travail pour la télévision, c'est-à-dire il y a 12-13 ans. Donc ça m'a été très utile, surtout de ce point de vue-là. Laurent, racontez-nous également cette attirance pour la lecture dès votre plus jeune âge, oui. Vous, alors, c'est pas le Oui. foot ou autre, peut-être que si, mais c'est beaucoup plus la littérature. Ça y est, vous étiez déjà baigné dedans alors. Oui, en fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Il y avait une console de jeux vidéo Atari, donc c'était avec des jeux très basiques, et le cinéma. Mais moi, j'ai préféré la littérature. Je m'isolais dans ma chambre et je bouquinais. Alors évidemment, bon, c'est quand j'ai vu La planète des singes de Franklin et Schaffner, quand j'étais petit, j'ai tout de suite eu envie de lire le livre de Pierre Boulle, qui était très court, il fait à peu près 150 pages. Et j'ai eu un coup de cœur, je me suis rendu compte que je trouvais plus intéressant de lire parce que la lecture me permettait d'imaginer les choses, alors que le film m'imposait sa vision. Donc j'ai commencé à prendre un petit cahier à spirale et à griffonner des petites choses dessus, des petits poèmes, des petites histoires. Puis j'ai continué à lire Agatha Christie, j'ai lu toute Agatha Christie, Conan Doyle, Sherlock Holmes. Je trouvais ça passionnant. Et puis j'ai commencé à aller vers des lectures plus ardues, des choses plus complexes, comme Richard Matheson, comme Philip K. Dick, comme Raymond Chandler. Mais je n'ai jamais cessé de lire, et je pense qu'un écrivain, pour être meilleur, doit lire encore et toujours. C'est très important. Oui, pour vous, lire ce que font les autres, c'est... Oui, oui, il faut se confronter aux autres, c'est indispensable, c'est comme un musicien doit écouter les chansons, les musiques des autres, un réalisateur doit voir les films des autres, un écrivain doit lire ses confrères et consoeurs pour apprendre, parce que finalement, on apprend toute sa vie, et on ne sait pas tout. Et parfois, en confrontant son style à celui d'un écrivain, dont on est en train de lire le livre, ça nous permet d'avancer, de comprendre, de débloquer des choses. Donc oui, pour moi, c'est vital, c'est indispensable. Et d'ailleurs, si je n'écrivais plus, je continuerais à être un lecteur. Parce que je pense être avant tout un lecteur. Laurent, quelles sont vos passions à côté de tout ça, à côté de l'écriture, la littérature? Qu'est-ce que vous aimez faire, oui? Tout ce qui tourne autour de la culture, de toute façon, ça reste mes passions, c'est moi. La littérature, bien sûr, le cinéma, la télévision, il y a beaucoup de séries télé depuis une quinzaine d'années qui sont brillantissimes, qui ont même un mode de narration
qui a tout changé et qui s'inspire un peu de la littérature quelque part dans la construction, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je constate, qui ne lisent plus mais qui regardent des séries télé. Les séries télé, c'est la littérature d'aujourd'hui. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que vous avez certaines séries qui sont tellement bien écrites, avec des dialogues tellement savoureux, tellement fins, que ces personnes se nourrissent quand même de quelque chose. Et ce n'est pas bien parce que elles n'ont plus ce contact avec le vivant. Mais qui est pour moi indispensable. Donc, télé, cinéma, la musique aussi est très importante. Plus ça va, plus je lis, plus j'écoute de la musique classique. J'ai plus forcément besoin d'entendre des chanteurs aujourd'hui, des gens qui chantent. La musique classique, je trouve ça tellement sublime. Alors, il y a Mozart, il y a Bach, Chopin évidemment, Wagner. C'est des choses que j'écoute, et des opéras aussi, Verdi. J'écoute même la Calas. Je trouve ça d'une beauté stupéfiante. Et c'est très émouvant. Parfois, ça me bouleverse. Oui, ça vous emporte. Vous écoutez de la musique quand vous écrivez ou pas du tout? Il y a certains auteurs qui le font. Alors oui, c'est vrai, les confrères le font. Moi non, j'écoute de la musique quand je me relis. En général, ce sont des musiques, voilà, sont des musiques de films ou des musiques classiques, à faible volume. Ça me berce un peu. Mais quand j'écris, non, je m'isole complètement, je mets des boules qui je suis dans mon univers. Je ne suis parasité par aucun bruit. D'ailleurs, je ferme même mes volets dans mon bureau qui donne sur la rue parce que je ne veux pas être distrait par quoi que ce soit. Alors je sais qu'il y a des confrères et consoeurs qui peuvent écrire dans un café. Moi, le bruit, l'agitation, le mouvement, je ne pourrais pas écrire une ligne. Mais par contre, après, oui, pour leur lecture, oui, la musique est, je dirais même, indispensable. C'est complémentaire, bizarrement, d'une lecture pour moi. Si l'on s'invite chez vous, on est avec vous. Là, depuis le début de cette émission, on en est ravis que vous nous accueilliez un peu chez vous. On se dirige vers votre bibliothèque. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver, notamment, mis à part des Agatha Christie, Stephen King Alors là, en fait, je ne garde vraiment que les livres que j'aime, que je relirai un jour, parce que sinon je pourrais pas tout garder. Alors là, elle est en face de moi. Il y a des classiques quand même. Il y a Balzac, il y a tout Balzac, il y a tout Maupassant, il y a tout André Gide, il y a du Shakespeare. J'ai même Cervantes, Don Quichotte. C'est des grands volumes illustrés avec des dessins de l'époque. C'est des livres qui ont une certaine valeur, donc je les feuillette avec beaucoup de délicatesse parce que j'ai peur de les abîmer. J'ai l'histoire de ma vie de Casanova. Il a écrit ses mémoires en français à l'époque. C'est 3 énormes volumes qui sont un miroir de son époque fabuleux. J'ai tout Philippe Cadic, j'ai tout Richard Matheson, j'ai du Romain Gary, parce que Romain Gary est pour moi un auteur majeur français. J'ai aussi des choses plus distrayantes, comme plus légères, comme James Bond, Ian Fleming. J'ai Thomas Harris évidemment avec Le Seigneur des Anneaux et tout, Dragon Rouge, tout ce qu'il a fait. J'ai George Orwell, 1984, parce que ça c'est extraordinaire. J'ai L'Exorciste de William Peter Blatty, parce que je trouve que ce livre a renouvelé, a ouvert des portes dans le cinéma d'horreur incroyable. Ça a tout changé. Ça fait partie des livres comme Les Dents de la Mer, de Peter Benchley, qui ont tout changé dans le cinéma. Donc comme quoi la littérature permet au cinéma d'avancer, comme Duel de Richard Matheson, qui a permis à Spielberg de faire son film, et qui a été copié des milliers de fois. J'ai James Ellroy aussi. Et puis j'ai surtout, mes romans fétiches, c'est tous les romans noirs des années 30 aux années 50. C'est Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Horace McCoy, William Irish. Chez les Français, dans le roman noir, il y a Jean-Patrick Manchette, que je trouve extraordinaire. Il y a Jim Thompson, qui est mon préféré. Voilà, c'est essentiellement... ma bibliothèque est essentiellement constituée de ces ouvrages-là. Après, il y a Jean Cocteau aussi, il y a Prévert, il y a plein de choses. Il y a Mishima, l'écrivain japonais. Il y a tous ces écrivains. Dans la science-fiction, il y a Ray Bradbury, bien sûr. Il y a Arthur Clarke, il y a Isaac Asimov. Là, je vous dis vraiment tout ce que j'adore, tout ce que je peux relire, tout ce que j'adore, quoi. Il y a Robert Bloch aussi, qui a écrit Psychose, et qui est un auteur pour moi majeur, qui lui a apporté beaucoup dans le thème du serial killer, finalement. On parle de Thomas Harris, mais pour moi, le premier, c'est Robert Bloch avec Psychose, qui dépeint c'est un vrai psychopathe. Eh bien, dis donc, une réelle richesse littéraire, ça donne envie d'aller dans votre bibliothèque à l'Europe. Écoutez, je fais ce que je peux, on va dire. J'en ai eu plein d'autres, évidemment, mais là, je vous cite vraiment les œuvres qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Alors, Balzac, j'adore Balzac, et Maupassant, parce qu'ils ont une écriture tellement moderne. N'importe qui peut lire ça aujourd'hui, ça passe très bien. Allez Laurent, cette fois-ci, nous, on va mettre un nouveau livre dans la bibliothèque. C'est le vôtre, forcément. Ouais. On va s'intéresser cette fois-ci à votre dernier roman qui s'intitule Pour le bien de tous, aux éditions Bellefond. Comment vous est venue, en quelque sorte, l'idée de départ d'écrire cet ouvrage? Expliquez-nous. Alors en fait, moi j'aime bien ne pas
me renouveler plutôt, j'aime bien avancer, ne pas refaire le même livre. Et j'avais envie de faire un mélange de fiction et de réalité. Et je voulais ancrer ce thriller dans la réalité française actuelle, politique, sociétale, humaine. Donc je me suis dit, j'ai observé un peu la situation politique, sociétale du pays des 3-4 dernières années, et je me suis dit, quel est ton point de vue, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu en penses toi? Et à partir de là, tu vas construire une intrigue autour. Alors ce que j'ai constaté, c'est qu'on a affaire à une France qui est divisée, fracturée, en quête d'unité nationale, et qu'aucun parti politique n'arrive à créer cette unité, à nous rassembler, à nous fédérer. Au contraire, on est de plus en plus divisés et éloignés les uns des autres. Donc, je suis parti de là et du drame évidemment de l'immigration, de tous ces migrants qui viennent en Europe en y voyant un Éden, un paradis, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais bon, ces composantes-là m'ont servi de base. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un tandem de policiers, un nouveau tandem de policiers que j'ai créé. Donc il y a une femme flic qui est la brigade criminelle qui s'appelle Mélanie Legac, qui est jeune, qui accueille son nouveau partenaire qui s'appelle Joseph Schneider, qui est également commandant, qui lui est plus âgé, il est proche de la retraite. Alors, il a une ceinture de soutien lombaire, il ne peut plus courir. Donc elle se dit, ça n'a pas collé, on va avoir des problèmes avec ce type. Je vais vraiment en baver. Ils n'ont pas le temps de s'accorder que déjà, ils sont confrontés à un meurtre. Un homme s'est fait renverser sur une route de campagne, mais c'est pas la collision qui l'a tué, c'est les balles qu'il a reçues dans le dos. Et ce qui ajoute au problème, c'est que le fourgon des pompes funèbres qui transportent le corps est braqué et le corps enlevé. Qu'est-ce que ce corps a de si important pour qu'on l'enlève? Donc nos deux héros sont plongés dans cette enquête, veulent savoir ce qui est arrivé à ce corps. On arrive à la situation politique actuelle française, aux migrants, mais je ne vais pas en dire plus parce que ça serait trop dire de choses et d'effleurer le suspense. Quand on vous écoute, c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est ce qui s'est passé pour nous, c'est de tourner les pages. Vraiment, on a envie de connaître la suite. Comme vous parlez de ce corps, oui, effectivement, on se dit, mais c'est incroyable. Bon, en fait, là, on n'est pas vraiment, enfin, si quand même, parce qu'on est à la recherche des personnes qui ont volé le corps, mais on est à la recherche du corps, en quelque sorte. Oui, absolument, absolument. C'est incroyable. Absolument. C'est étrange de voler. Voilà, on s'est dit, je suis parti de ce principe, je dis, qu'est-ce qu'un flic penserait? On enlève le corps d'un homme qui est apparemment un homme ordinaire, un homme qui n'est pas fiché, qui n'est personne a priori, on laisse son corps et on braque un fourgon, on prend le risque de tuer les chauffeurs. Donc c'est vraiment, ce corps a une importance capitale. Laquelle? Voilà, c'est ça en fait, ça part de là, le point de départ est là. Évidemment, ça va les emmener très très loin. Ils vont découvrir certaines réalités. Voilà. Ils vont découvrir des choses assez effrayantes surtout. Oui, surtout effrayante, c'est ce que j'allais dire. Comment s'est passée alors la phase d'écriture, si on parle un petit peu technique, la phase d'écriture dans le sens, est-ce qu'il y avait un plan? Voilà, certains auteurs le font. Et puis au niveau des personnages, voilà, vous parlez des nouveaux personnages que vous avez mis en place, notamment Mélanie Legac et puis Joseph Schneider. Comment voilà, ils sont arrivés à, on va dire, à infuser, comme on peut dire, et comme le disent si bien les auteurs, et puis la phase de construction des chapitres, de cette, j'allais dire, cette fluidité, ce rythme que vous mettez. Comment ça s'est passé? Alors en fait, moi je ne fais pas de plan. J'ai fait une fois un plan dans ma vie pour mon troisième livre et ça a tellement figé les choses, tellement figé l'histoire que je me suis senti prisonnier, comme un étau qui se resserrait autour de moi, donc j'ai abandonné. J'ai jeté le plan et j'ai recommencé le livre à zéro. Donc en fait, moi je pars toujours d'un point de départ. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et surtout, quel est mon point de vue dans tout ça? Quel est l'intérêt? Est-ce que ça peut intéresser les gens? Mais est-ce que ça va aussi m'intéresser moi? Parce que je vais passer un an et demi, 2 ans avec cette histoire et ces personnages. Il faut que moi aussi j'y trouve un peu de plaisir. Donc je pars là ça partait du corps qui disparaissait. Pourquoi? Ça partait du problème des migrants. Ça partait de ce qui se passe en France aujourd'hui avec ces extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, et comme la nature a horreur du vide, c'est eux qui ont remplacé un peu les partis politiques modérés. Et nous on est au milieu. Les gens raisonnables, nous sommes au milieu, et on ne sait pas trop comment ça va avancer. Donc c'était ça en fait, je voulais parler de ça absolument. Après, franchement, ça vient au fil de l'écriture. La seule chose qui est définie en amont, en ce qui me concerne, ce sont les personnages. J'ai besoin de savoir qui c'est, quelles sont leurs motivations, quel est leur background, à quels enjeux ils vont être confrontés. Donc tout ça est noté. J'ai pas un carnet de notes, moi je note tout sur un document, sur internet, que j'enregistre, et je note au fur et à mesure des choses. À partir de là, tout le reste de l'intrigue, je savais, sans raconter la fin, qu'on en arrivait là, je savais qu'on commençait au point A et qu'on finissait au point Z, ça je le savais. Mais comment y arriver, je ne le sais pas forcément à l'avance. Donc je le fais au fil de la plume. Chaque jour, des idées viennent,
Et j'emboîte les pièces du puzzle les unes dans les autres, au jour le jour en fait. Alors moi c'est ça qui m'excite, parce que je sais ce que je vais raconter sans savoir non plus. Vous voyez? Oui. Donc c'est un travail intellectuel qui est de jour et comme de nuit. Donc les nuits sont parfois difficiles parce que mon cerveau travaille tout le temps, à plein régime. Mais l'idée du plan, pour moi c'est complètement rédhibitoire. Je ne peux pas faire ça. Et même pour la documentation, je me documente éventuellement au fur et à mesure, où je rencontre des gens au fur et à mesure, de l'utilité qu'ils pourraient avoir dans l'histoire, quoi, de ce qu'ils pourraient apporter. C'est-à-dire que je peux rencontrer des personnes de ces groupuscules, de ces petits partis ultra-radicaux, extrémistes, pour savoir ce qu'ils pensaient de la France avec leurs mots à eux. Donc moi évidemment j'ai arrangé sous une forme un peu plus littéraire parfois, mais c'est exactement ce que j'ai entendu. Donc à ce niveau-là je ne peux pas l'inventer, je suis obligé de les écouter, d'aller les voir, d'aller à leur rencontre, et d'être un réceptacle, de recevoir tout ce qu'ils ont à me dire, sans les juger non plus, vous voyez, parce que si je suis dans l'affect, on ne peut pas bien travailler. Laurence Calez, quels sont vos projets pour la suite? Alors, mon prochain roman déjà, là j'ai un recueil de nouvelles auquel j'ai participé avec 12 auteurs qui va s'appeler Écouter le noir sur le thème de l'audition, donc l'audition, l'oreille, l'audition en justice et encore d'autres choses, tout ce que ça peut inspirer, qui va sortir le 16 mai, donc on a écrit une nouvelle chacun. Donc mon prochain roman, je suis en train de poser les éléments, je suis en train de coécrire une série judiciaire avec une femme procureure et une journaliste. On va raconter un peu les coulisses de la justice, quoi, ce qui se dit en off, ce qui se fait en off et ce qu'on ne voit pas forcément. Et puis également peut-être un projet de théâtre avec un comédien que j'aime beaucoup. On est en train de travailler dessus là. Donc en fait on a toujours des projets, toujours ce petit projet sur le feu en tant qu'auteur si je puis dire. On sait très bien que sur 5 ou 6 projets, il y en a un ou deux qui aboutiront. Pas tous n'aboutissent malheureusement. Mais on y croit à chaque fois. Vous avez du pain sur la planche. Ah oui, ça c'est sûr, j'ai du boulot. J'ai du boulot. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, Laurent, à la minute cool. On va se détendre avec vous. Plutôt chat ou chien? Plutôt chien, moi. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent Avignon. Avignon, quiétude, soleil, solidarité. Vous qui êtes un homme de série et de cinéma, votre dernier film que vous ayez vu, c'est lequel? Alors récent, j'en ai pas vu beaucoup. Le dernier film que j'ai vu, c'est un film espagnol qui s'appelle Cuando los Ángeles duermen. C'est un drame espagnol. C'est un type qui écrase une fille sur la route parce qu'il s'endort en rentrant de nuit. Mais il ne voulait pas la tuer forcément, mais il commet la maladresse de charger le corps à bord de son coffre. Et il lui arrive plein de mésaventures. Excellent, dis donc. Alors, c'est un film à regarder parce que celui C'est un film très intéressant. C'est un film très intéressant de voir comment il s'enlise peu à peu dans ce drame. En fait, il aurait dû laisser le corps, appeler la police. Il ne fait que des choses qui précipitent les problèmes en fait. Ouais, et qui le rapproche un peu plus. Ouais. Et puis ça, à un moment donné, l'étau est tellement serré autour de lui qu'il n'a plus le choix et il commet l'irréparable. La série, voilà, on va revenir là-dessus. On reste dans la télévision, la série. La série que je regarde actuellement, forcément, comme tout le monde, Game of Thrones. On va pas se mentir. C'est vrai que c'est une série formidable. Moi, je ne suis pas fan d'Heroic Fantasy du tout, mais je suis fasciné par la densité des personnages. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et les dialogues sont fabuleux. Il y a des scènes entre eux que je trouve formidables. Et à ce qui paraît, l'épisode 3 de la saison 8 est très très bon. J'ai pas bon. encore vu. J'ai vu les 2 premiers, mais le 3 on m'en parle, donc je vais le voir ce soir pour tout vous dire. Faut mettre ça mon sur... fils, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Chez les Scalaises, grand écran géant. Oui, absolument. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Moi, je dirais Casanova, parce pour avoir lu ses mémoires qui font 2 ou 3 000 pages, j'ai trouvé ça incroyable, romanesque. C'est un aventurier, c'était un séducteur hors pair. Mais c'est pas que pour le côté séduction, c'est tout ce qu'il a fait. Je trouve ça incroyable, un personnage hors norme. Là, spontanément, je répondrai Casanova. Enfin, Laurent, si vous aviez un rêve, ce serait? Un rêve? C'est très simple, ce serait qu'on arrive tous à s'entendre, qu'on nous ramène à cette unité nationale, humaine, internationale, que les gens cessent de se faire la guerre et s'entendent, vivent ensemble et que le monde roule comme ça, quoi. Laurence Calez, rappelons que vous êtes l'auteur de Pour le bien de tous aux éditions Bellefond. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était un vrai plaisir. Et vous le savez, vous revenez quand vous le souhaitez. Si vous m'invitez, je viens, il n'y a pas de souci, je suis
suis là. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!